Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour partager un moment de lecture. Je vais reprendre la lecture de Victoria et ce soir, nous allons lire un roman de Proust, j'ai nommé Du côté de chez Swann. Alors si vous êtes un petit peu familier avec Proust, vous vous souvenez que Du côté de chez Swann fait partie d'une œuvre beaucoup plus grande, c'est-à-dire de toute la recherche. Proust s'est attaché toute sa vie à raconter une histoire autobiographique avec un narrateur qui n'a pas de prénom, qui dit simplement « je », et il y a 7 tomes qui font partie de cette recherche. Du côté de chez Swann, pardon, c'est un peu comme je suis passée chez Soch. Du côté de chez Swann est le premier et je continue la lecture de Victoria, c'est-à-dire on est encore tout au début et nous sommes dans le chapitre Combray. C'est parti. Très bon voyage à vous. Je ne pouvais cependant pas lui dire le nombre de bouteilles et le prix du vin. Mon père et ma mère restèrent seuls et s'assirent un instant, puis mon père dit « Eh bien, si tu veux, nous allons monter nous coucher. »« Si tu veux, mon ami, bien que je n'ai pas l'ombre de sommeil. Ce n'est pas cette glace au café si anodine qui a pu pourtant me tenir si éveillée. Mais j'aperçois de la lumière dans l'office, et puisque le pauvre François m'a attendu, je vais lui demander de dégrafer mon corsage pendant que tu vas te déshabiller. » Et ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt, je l'entendis qui montait fermer sa fenêtre. J'allais sans bruit dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer. Mais du moins, il ne battait plus d'anxiété, mais d'épouvante et de joie. Je vis dans la cage d'escalier la lumière projetée par la bougie de ma maman. Puis je la vis elle-même. Je m'élançai. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis sa figure prit une expression de colère et elle me faisait, du même mot, un effet, bien moins que cela ne m'adressait plus la parole, pendant plusieurs jours. Si maman m'avait dit un mot, ça aurait été d'admettre qu'on pouvait me reparler. Et d'ailleurs, cela peut-être m'eût paru plus terrible encore, comme un signe que devant la gravité du châtiment qui allait se préparer, le silence, la brouille, eussent été puérils. Une parole, c'eût été le calme avec lequel on répond à un domestique quand on vient de décider de le renvoyer. Le baiser qu'on donne à un fils qu'on envoie s'engager alors qu'on le lui aurait refusé si on devait se contenter d'être fâché 2 jours avec lui. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller. Et pour éviter la scène qu'il me ferait, elle me dit d'une voix entrecoupée de colère « Bon, sauve-toi, qu'au moins ton père ne t'ait pas vu ainsi attendant comme un fou. » Mais je lui répétais « Viens me dire bonsoir !» terrifiée en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur. Mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage, et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là, si elle continuait à refuser, allait me dire « Rentre dans ta chambre, je vais venir !» Il était trop tard. Mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurai ces mots que personne n'entendit. Je suis perdue. Il n'en fut pas ainsi. Mon père, qui me refusait constamment des permissions qui m'avaient été consenties dans les pactes les plus larges octroyés par ma mère et ma grand-mère, parce qu'il ne se souciait pas des principes et qu'il n'y avait pas avec lui de droit des gens, pour une raison toute contingente, ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade si habituelle, telle parjure, et il disait « Allons, monte te coucher », pas d'explication. Mais aussi, parce qu'il n'avait pas de principe, dans le sens de ma grand-mère, il n'avait pas à proprement parler d'intransigeance. Il me regarda un instant, d'un air étonné et fâché, puis dès que maman lui eut expliqué en quelques mots, embarrassé, ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui. Puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir, reste un peu dans sa chambre. Moi, je n'ai besoin de rien. » « Mais mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir, ça ne change rien à la chose. On ne peut pas habituer cet enfant. » « Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin. Il a l'air désolé, cet enfant.
Bon, voyons, nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. Puisqu'il y a 2 lits dans sa chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche pour cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir. Moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. » On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eût agacé par ce qu'il appelait des sensibleries. Je restais, sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire de lin de violet et rose qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait des névralgies, avec le geste d'Abraham, dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli qu'il m'avait donnée. Il y a bien des années de cela, oui, la muraille de l'escalier, où je vis monter le reflet de sa bougie, n'existe plus depuis longtemps. Enfin, en moi aussi bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours, et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seule avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau. Comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville, pendant le jour qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Maman passa cette nuit-là dans ma chambre. Au moment où je venais de commettre une faute, telle que je m'attendais à être obligée de quitter la maison, mes parents m'accordaient plus que je n'eusse jamais obtenu d'eux comme récompense d'une belle action. Même à l'heure où elle manifestait par cette grâce, la conduite de mon père à mon égard gardait ce quelque chose d'arbitraire et d'immérité qui la caractérisait et qui tenait à ce que généralement, elle résultait plutôt de convenances fortuites que d'un plan prémédité. Peut-être même que ce que j'appelais sa sévérité quand il m'envoyait me coucher méritait moins ce nom que celle de ma mère ou ma grand-mère, car sa nature, plus différente en certains points de la mienne que n'était la leur, n'avait probablement pas deviné jusqu'ici combien j'étais malheureux tous les soirs, ce que ma mère et ma grand-mère savaient bien. Mais elle m'aimait assez pour ne pas consentir à m'épargner de la souffrance. Elle voulait m'apprendre à la dominer afin de diminuer ma sensibilité nerveuse et fortifier ma volonté. Pour mon père, dont l'affection pour moi était d'une autre sorte, je ne sais pas s'il aurait eu ce courage. Pour une fois où il venait de comprendre que j'avais du chagrin, il avait dit à ma mère « Eh bien, va le consoler ». Maman resta cette nuit-là dans ma chambre et comme pour ne gâter d'aucun remords ces heures si différentes de ce que j'avais eu le droit d'espérer, quand Françoise, comprenant qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire en voyant maman, assise près de moi, qui me tenait la main et me laissait pleurer sans me gronder, me demanda « Mais, madame, qu'a donc monsieur à pleurer ainsi ?» Maman lui répondit « Mais il ne sait pas lui-même, Françoise. Il est énervé. Préparez-moi vite le grand lit et montez vous coucher. » Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n'était plus considérée comme une faute punissable, mais comme un mal involontaire qu'on venait de reconnaître officiellement, comme un état nerveux dont je n'étais pas responsable. J'avais le soulagement de n'avoir plus à mêler de scrupules à l'amertume de mes larmes. Je pouvais pleurer sans péché. Je n'étais pas non plus médiocrement fière vis-à-vis de Françoise de ce retour des choses humaines, qui, à 1 heure après que maman avait refusé de monter dans ma chambre et m'avait fait dédaigneusement répondre que je devais dormir, m'élevait à la dignité de grande personne et m'avait fait atteindre tout d'un coup à une sorte de puberté du chagrin, d'émancipation de l'âme. J'aurais dû être heureux. Je ne l'étais pas. Il me semblait que ma mère venait de me faire une première concession qui devait lui être douloureuse, que c'était une première abdication de sa part devant l'idéal qu'elle avait conçu pour moi, et que, pour la première fois, elle, si courageuse, s'avouait vaincue. Il me semblait que si je venais de remporter une victoire, c'était contre elle, que j'avais réussi, comme aurait pu faire la maladie des chagrins ou l'âge, à détendre sa volonté,
à faire fléchir sa raison et que cette soirée commençait une ère, resterait comme une triste date. Si j'avais osé maintenant, j'aurais dit à maman « Non, je ne veux pas. Je ne couche pas ici. » Mais je connaissais la sagesse pratique, réaliste comme on dirait aujourd'hui, qui tempérait en elle la nature ardemment idéaliste de ma grand-mère. Et je savais que maintenant que le mal était fait, elle aimerait mieux m'en laisser, du moins goûter le plaisir calmant, et ne pas déranger mon père. Alors certes, le beau visage de ma mère brillait encore de jeunesse ce soir-là, où elle me tenait si doucement les mains et cherchait à arrêter mes larmes. Mais justement, il me semblait que cela n'aurait pas dû être. Sa colère eût été moins triste pour moi que cette douceur nouvelle que n'avait pas connue mon enfance. Il me semblait que je venais d'une main impie et secrète de tracer dans son âme une première ride et d'y faire apparaître un premier cheveu blanc. Cette pensée redoubla mes sanglots, et alors je vis maman, qui jamais ne se laissait aller à aucun attendrissement avec moi, être tout d'un coup gagnée par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. Comme elle sentit que je m'étais aperçue, elle me dit en riant « Voilà mon petit Jaunet, mon petit serein, qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui pour peu que cela continue. Voyons, puisque tu n'as pas sommeil, ni ta maman non plus, ne restons pas à nous énerver, faisons quelque chose. Prenons un de tes livres. » Mais j'en avais pas là. Est-ce que tu aurais au moins de plaisir si je sortais déjà les livres que ta grand-mère doit te donner pour ta fête ? Pense bien, tu ne seras pas déçu de ne rien avoir après-demain. Bon, j'étais au courant et j'étais enchantée. Et maman alla chercher un paquet de livres dont je ne puis deviner, à travers le papier qui les enveloppait, que la taille courte et large, mais qui, sous ce premier aspect, pourtant sommaire et voilé, éclipsait déjà la boîte à couleurs du jour de l'an et les vers à soie de l'an dernier. C'était La Mare au diable, François le Champy, La Petite Fadette et Les Maîtres sonneurs. Ma grand-mère, ai-je su depuis, avait d'abord choisi les poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana. Car si elle jugeait les lectures futiles, aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries, elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l'esprit même d'un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps le grand air et le vent du large. Mais mon père, l'ayant presque traitée de folle en apprenant les livres qu'elle voulait me donner, elle était retournée elle-même à jouer le compte chez le libraire pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau, et elle s'était rabattue sur les 4 romans champêtres de George Sand. « Ma fille, disait-elle à maman, je ne pourrais me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit. » En réalité, elle ne se résignait jamais à rien acheter dont on ne pût tirer un profit intellectuel et, surtout, celui qui nous procure les belles choses en nous apprenant à chercher notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-être et de la vanité. Même quand elle avait affaire à quelqu'un un cadeau dit utile, une canne, eh bien, elle les cherchait anciens, comme si leur longue désuétude ayant effacé leur caractère d'utilité, ils paraissaient plutôt disposés pour nous raconter la vie des hommes d'autrefois que pour servir aux besoins de la nôtre. Elle eût aimé que j'eusse dans ma chambre des photographies des monuments ou des paysages les plus beaux. Mais au moment d'en faire l'emplette, et bien que la chose représentée eût une valeur esthétique, elle trouvait que la vulgarité, l'utilité reprenaient trop vite leur place dans le mode mécanique de représentation, la photographie. Elle essayait de ruser et sinon d'éliminer entièrement la banalité commerciale, du moins de la réduire, d'y substituer pour la plus grande partie de l'art encore, d'y introduire comme plusieurs épaisseurs d'art, au lieu de photographies de la cathédrale de Chartres, des grands os de Saint-Cloud, du Vésuve, elle se renseignait auprès de Swann si quelques grands peintres ne les avaient pas représentés, et préférait me donner des photographies de la cathédrale de Chartres par Corot, des grandes eaux de Saint-Cloud par Robert, du Vésuve par Turner, ce qui faisait un degré d'art de plus. Mais si le photographe avait été écarté de la représentation du chef-d'œuvre ou de la nature et remplacé par un grand artiste, il reprenait ses droits pour reproduire cette interprétation même. Arrivée à l'échéance de la vulgarité, ma grand-mère tâchait de la reculer encore. Elle demandait à Swann si l'œuvre n'avait pas été gravée, préférant, quand c'était possible, des gravures anciennes et ayant encore un intérêt au-delà d'elle-même.
Par exemple, celle qui représente un chef-d'œuvre dans un état où nous ne pouvons plus le voir aujourd'hui, comme la gravure de la scène de Léonard avant sa dégradation, par exemple. Eh bien, il faut dire que les résultats de cette manière de comprendre l'art de faire ne furent pas toujours très brillants. L'idée que je pris de Venise, d'après un dessin de Titienne, qui est censé avoir pour fond la lagune, était certainement beaucoup moins exacte que celle que m'eussent donnée de simples photographies. On ne pouvait plus faire le compte de la maison. Quand ma grande-tante voulait dresser un réquisitoire contre ma grand-mère, des fauteuils offerts par elle à de jeunes fiancés ou à de vieux époux, qui est la première tentative qu'on avait faite pour s'en servir, s'était immédiatement effondrée sous le poids d'un des destinataires. Mais ma grand-mère avait cru mesquin de trop s'occuper de la solidité d'une boiserie où se distinguait encore une fleurette, un sourire, quelquefois une belle imagination du passé. Même ce qui, dans ces meubles, répondait à un besoin, comme c'était une façon à laquelle nous ne sommes plus habitués, la charmait comme les vieilles manières de dire où nous voyons une métaphore, effacée dans notre moderne langage par l'usure de l'habitude. Or justement, les romans champêtres de George Sand, qu'elle me donnait pour ma fête, étaient pleins ainsi qu'en mobilier ancien, d'expressions tombées en désuétude et redevenues imagées, comme on n'en trouve plus qu'à la campagne. Et ma grand-mère les avait achetés de préférence à d'autres comme elle eût loué plus volontiers une propriété, où il y aurait eu un pigeonnier gothique ou quelques-unes de ces vieilles choses qui exercent sur l'esprit une heureuse influence, en lui donnant la nostalgie d'impossibles voyages dans le temps. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais jamais lu encore de vrais romans. J'avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l'attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l'inquiétude et la mélancolie, et qu'un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans, me paraissaient simplement une émanation troublante de l'essence particulière à François le Champy. Sous ces événements si journaliers, ces choses si communes, ces mots si courants, je sentais comme une intonation, une accentuation étrange. L'action s'engagea. Elle me parut d'autant plus obscure que, dans ce temps-là, quand je lisais, je rêvassais souvent, pendant des pages entières, à toute autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s'ajoutait, quand c'était maman qui me lisait à haute voix, qu'elle passait toutes les scènes d'amour. Aussi, tous les changements bizarres qui se produisent dans l'attitude respective de la meunière et de l'enfant et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d'un amour naissant, me paraissent empreints d'un profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom inconnu et si doux de Champy, qui mettait sur l'enfant, qui le portait avec sa couleur vive, empourprée et charmante. Si ma mère était une lectrice infidèle, c'était aussi pour les ouvrages où elle trouvait l'accent d'un sentiment vrai. Une lectrice admirable par le respect et la simplicité de l'interprétation, par la beauté et la douceur du ton. Même dans la vie, quand c'était des êtres et non des œuvres d'art qui excitaient ainsi son attendrissement ou son admiration, c'était touchant de voir avec quelle déférence elle écartait de sa voix, de son geste, de ses propos. Tel éclat de gaieté qui eût pu faire mal à cette mère qui avait autrefois perdu un enfant, tel rappel de fête, d'anniversaire, qui aurait pu faire penser à ce vieillard à son grand âge, tel propos de ménage qui aurait paru fastidieux à ce jeune savant. De même, quand elle lisait la prose de George Sand, qui respire toujours cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère, à tenir pour supérieure à tout dans la vie, et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à ne pas tenir également pour supérieure à tout dans les livres, eh bien, elle fournissait toute la tendresse naturelle, toute l'ample douceur qu'elle réclamait à ses phrases, qui semblaient écrites pour sa voix, et qui, pour ainsi dire, tenaient tout entière dans le registre de sa sensibilité. Elle trouvait, pour les attaquer dans le ton qu'il faut, l'accent cordial qui leur préexiste et les dicta. Mais les mots n'indiquent pas. Grâce à lui,
Elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes, donnait à l'imparfait et au passé défini la douceur qu'il a dans la bonté, la mélancolie qu'il a dans la tendresse, dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leur quantité fussent différentes. Dans un rythme uniforme, elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue. Mes remords étaient calmés. Je me laissais aller à la douceur de cette nuit où j'avais ma mère auprès de moi. Je savais qu'une telle nuit ne pourrait se renouveler, que le plus grand désir que j'eusse au monde, garder ma mère dans ma chambre pendant ces tristes heures nocturnes, était trop en opposition avec les nécessités de la vie et le vœu de tous, pour que l'accomplissement qu'on lui avait accordé ce soir pût être autre chose que factice et exceptionnel. Demain, mes angoisses reprendraient, et maman ne resterait pas là. Mais quand mes angoisses étaient calmées, je ne les comprenais plus, et demain soir était encore lointain. Je me disais que j'aurais le temps d'aviser, bien que ce temps-là ne pût m'apporter aucun pouvoir de plus, puisqu'il s'agissait de choses qui ne dépendaient pas de ma volonté, et que seul me faisait paraître plus évitable l'intervalle qui les séparait encore de moi. C'est ainsi que, pendant longtemps, quand réveillée la nuit, je me ressouvenais de Combray, je n'en revis jamais que cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu d'indistinctes ténèbres, pareil à ceux que l'embrasement d'un feu de Bengale ou quelque projection électrique éclaire et sectionne dans un édifice dont les autres parties restent plongées dans la nuit. À la base assez large, le petit salon, la salle à manger, l'amorce de l'allée obscure par où arriverait Madame Swann, l'auteur inconscient de mes tristesses, le vestibule où je m'acheminais vers la première marche de l'escalier, si cruel à monter, qui constituait à lui seul le tronc fort étroit de cette pyramide irrégulière. Et au fait, ma chambre à coucher avec le petit couloir à porte vitrée pour l'entrée de maman. En un mot, toujours vue à la même heure, isolée de tout ce qu'il pouvait y avoir autour, se détanchant seule sur l'obscurité, le décor strictement nécessaire au drame de mon déshabillage, comme si Combray n'avait consisté qu'en 2 étages reliés par un mince escalier, et comme s'il n'y avait jamais eu que 7 heures du soir. À vrai dire, j'aurais pu répondre à qui m'eût interrogé que Combray comprenait encore autre chose et existait à d'autres heures. Mais comme ce que je m'en serais rappelé m'eût été fourni seulement par la mémoire volontaire, la mémoire de l'intelligence, et comme les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui, je n'aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combray. Tout cela était en réalité mort pour moi. Mort à jamais? Oui, c'était possible. Il y a beaucoup de hasard en tout ceci. Et un second hasard, celui de notre mort, souvent ne nous permet pas d'atteindre longtemps les faveurs du premier. Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdues en effet pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés dans la possession de l'objet qui est leur prison. Alors, elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Et moi aussi, je vais revenir bientôt pour prolonger la suite de cette lecture, mais vous l'aurez compris, c'est déjà l'heure de se quitter. Je vous rappelle que si vous avez manqué le début de la lecture, vous pouvez toujours revoir Voyage au bout de la nuit en replay. N'hésitez pas aussi à partager cette émission grâce au hashtag VBN Voyage au bout de la nuit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Prenez soin de vous. Salut!